Nous sommes dans une période historique. La première grande réforme date du début du XIXe siècle, avec l'université moderne qui a introduit les disciplines scientifiques. Là-dessus, aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces disciplines qui ont permis de grands progrès, en même temps, limitent la connaissance parce qu'elles sont séparées les unes des autres. Et que cette séparation empêche de considérer les problèmes fondamentaux et globaux, qui sont des problèmes pas seulement pour la vie individuelle, mais pour notre vie de citoyen et notre vie d'être humain qui appartient à la planète. Elle devrait réfléchir sur le fait qu'elle fournit des connaissances, mais elle ne fournit pas, même à l'université, une réflexion sur ce qu'est la connaissance, c'est-à-dire les risques d'erreurs et d'illusions qui existent sans arrêt. Nous reconnaissons très bien les erreurs et les illusions du passé, mais évidemment, plongés dans le présent, nous n'avons pas la facilité de les détecter. Alors, pourquoi c'est tel problème? Parce que toute connaissance est une traduction de la réalité, à commencer par ma perception, mais surtout à travers mon langage, mes idées, ma théorie. Donc, toute traduction, comme dit l'italien, traduttore et traditore, un traducteur trahit d'une certaine façon ou risque de trahir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mauvaise interprétation des données, c'est le risque de l'erreur. Donc, il faudrait enseigner la vigilance à travers la connaissance et indiquer quel est le chemin pour une connaissance pertinente. Quel est ce chemin? Bien, il faut savoir contextualiser sa connaissance, pas seulement géographiquement, mais historiquement. Il faut savoir l'introduire dans l'ensemble dont elle fait partie. Parce qu'aujourd'hui, la tragédie, c'est que nous avons des experts très bien formés sur une spécialité, mais dès que le problème excède leur spécialité, ils sont désarmés. C'est que les économistes qui ont développé la science sociale la plus précise, fondée sur le calcul, ils sont désarmés devant la crise et ses développements parce que celle-ci n'obéit pas à la stricte économie, mais à 1000 autres conditions, et qu'en plus, le calcul qui est très utile ne sert pas à comprendre les souffrances et les problèmes humains de nos vies. D'abord, il faut apprendre à ce que c'est qu'être humain. Parce que nulle part dans l'enseignement, on n'enseigne que c'est que l'être humain. C'est bien comprendre notre lien avec le monde naturel, mais en même temps notre différence. Parce que par la conscience, par la culture, nous sommes différents. Nous avons une double identité, biologique, physique et proprement humaine. Et apprendre à être humain, je pense que c'est ça, avec l'aide aussi de la littérature et du roman, qui nous montre les êtres humains dans leur vie subjective, ce que les sciences objectives n'arrivent pas à faire. On a défini l'être humain comme homo sapiens, c'est-à-dire doté de raison. Or, moi, je l'ai défini comme sapiens et demens, c'est-à-dire capable de raison et de folie. La folie, c'est ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, le délire. Tous les grands conquérants, il y a l'ambition, la volonté de puissance. Et sans arrêt, nous avons ce jeu entre la folie et la raison. Chaque fois que nous faisons un acte rationnel, nous mobilisons une émotion. Même le mathématicien, il a la passion. Autrement dit, comment marier la rationalité et le sentiment? C'est le grand problème, là aussi, qui doit faire partie de l'éducation. D'autre part, on a défini l'humain par homo faber, c'est-à-dire qui fait des outils. Or, dès la préhistoire, dès Néandertal, on voit qu'il n'y a pas seulement le développement des outils, il y a ce qu'on peut appeler les mythologies et les religions. Et ce sont les deux aspects de l'être humain. Il n'est pas uniquement un technicien matériel, il a toute une vie spirituelle, mythologique, extraordinaire. Et ensuite, on a dit homo economicus, l'homme qui se définit par son intérêt personnel. C'est vrai de plus en plus dans notre civilisation, mais il y a toute une part d'activité qui, même dans notre civilisation, est gratuite. Il y a ce qu'on peut appeler l'homo ludens, l'homme du jeu. Nous aimons jouer, pas seulement des jeux de hasard, nous aimons jouer à différentes choses pour le plaisir. Et ce sont des activités tout à fait désintéressées, et parfois même qui nous font perdre le sens de notre intérêt. Et enfin, je dirais que je peux définir la vie
comme une double polarité entre la prose, qui sont les choses obligatoires que nous devons faire et qui ne nous donnent pas de plaisir, et la poésie qui nous épanouit dans la communauté, dans l'amour, dans la sympathie, dans le jeu. Et c'est la poésie de la vie qui nous fait vivre. Sinon, la prose nous fait survivre. Et je pense que c'est ça aussi que l'éducation doit dire, que chacun doit développer ses possibilités de jouir poétiquement de la vie. Et à ce moment-là, l'enseignement de l'esthétique, de la musique, de la peinture, des arts, ce n'est pas un luxe, ce sont quelque chose qui nous apprend à jouir poétiquement de la vie, des choses, à jouir d'un papillon, d'un oiseau, arracher l'éducation à des fonctions de plus en plus productivistes, mercantiles, professionnelles, pour revenir à ce que je vous disais à la phrase de Jean-Jacques Rousseau, apprendre à vivre, c'est apprendre aussi à vivre poétiquement. Nous avons une identité, je dirais, d'espèce humaine. Nous avons tous le même cerveau, les mêmes capacités affectives, la même anatomie, la même physiologie, mais avec des différences individuelles. Et de même, nous avons tous la culture, c'est-à-dire le langage, des croyances, des techniques, mais qui sont différentes d'une société à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une unité humaine profonde, mais qui se traduit toujours par une diversité. Et la première chose, c'est d'avoir conscience de cette unité, mais de ne pas penser que la diversité est quelque chose de secondaire. Je dis que le trésor de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, et que le trésor de la diversité humaine est l'unité humaine. Nous avons désormais une communauté de destin, parce que dans l'époque planétaire qui est la nôtre, nous avons les mêmes problèmes vitaux, les mêmes menaces mortelles, que ce soit le développement des armes nucléaires, que ce soit la dégradation de la biosphère, que ce soit une économie qui risque d'aller de crise en crise. Et c'est pourquoi je pense qu'on doit considérer la Terre comme une terre patrie, les patries qui existent, les nations. Il faut respecter cette diversité, mais il faut apporter cette unité fondamentale. Ça veut dire que nous avons des devoirs pour nous, personnellement, pour les nôtres, notre famille, mais aussi pour notre société. Nous n'avons pas seulement des droits, qui sont des droits d'une démocratie, mais des devoirs, puisque nous faisons partie, nous sommes inséparables. Désormais, nous savons que l'avenir est incertain, pas seulement pour chaque individu, mais pour la planète. Et nous savons que cette incertitude crée de l'angoisse et de la peur. Je pense que ce qui est très important, c'est que les sciences, la microphysique, la cosmologie, la science de l'univers, même aujourd'hui la physique du chaos, nous enseignent que toutes nos connaissances comportent des incertitudes. Et nous savons aussi que l'évolution biologique n'est pas une chose linéaire, et elle a connu des catastrophes, des cataclysmes, des recommencements. Et quant à l'histoire humaine, c'est le bruit et la fureur dont parle Shakespeare. Donc, déjà, nous savons que tout était incertain, mais nous l'avions oublié. Mais qu'est-ce qui est important pour affronter l'incertitude? C'est d'abord la conscience que le présent n'est pas immobile, ce que beaucoup de gens, par paresse, finissent par croire. Et puis arrivent les éruptions. D'être, je dirais, une première maxime, c'est « attends-toi à l'inattendu ». La deuxième chose, c'est de concevoir que toutes les décisions que nous pouvons prendre, aussi bien personnellement que politiquement, sont des paris. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sûrs qu'elles vont réussir. Et si nous avons cette conscience, alors nous pouvons surveiller l'action et modifier la stratégie, c'est-à-dire tenir compte des événements pour la transformer. Pourquoi le mot stratégie est-il issu de l'art de la guerre? C'est parce que l'art de la guerre, c'est un art de travailler dans l'incertitude. On ne sait pas les intentions de l'adversaire, on ne sait pas où il va se trouver. Et c'est une pensée qui est capable, c'est aussi un art, comme tout ce qui est pensée et connaissance, qui est capable justement de transformer un hasard qui apparaît, de l'intégrer pour changer sa stratégie. Ce qu'a fait par exemple Napoléon à la bataille d'Austerlitz, quand il a profité d'un brouillard pour changer sa stratégie et gagner.
le grand problème de la compréhension humaine est à deux niveaux. Un premier niveau, c'est compréhension entre peuples, êtres humains, de cultures différentes, de croyances différentes, de rites différents. Et d'échapper à cette vision, je dirais, sociocentrique, où on croit que sa propre société a toutes les vérités, et que ce qui se passe ailleurs, c'est bizarre, c'est fou, ça n'a pas de sens. Bon. Ça, c'est une chose importante. Il y a tout un problème, disons, qu'on a appelé dialogue des cultures, et qui, dans le fond, doit se traiter par une communication de plus en plus grande. Mais il y a une nouvelle source d'incompréhension. C'est l'égocentrisme individualiste. On pense qu'on a toujours raison soi, que les autres ont toujours tort, on ne s'examine pas soi-même. Et la tragédie, c'est de voir que dans des familles, il y a des incompréhensions entre époux, qui aboutissent au divorce, des incompréhensions entre parents et enfants, enfants et parents. Donc, il y a une incompréhension qui s'aggrave. Et donc, pour traiter ceci, l'enseignement doit enseigner à s'auto-observer, à s'auto-critiquer, à être capable de voir que chacun porte en soi ce que les Anglais appellent la self-deception, le mensonge à soi-même. Et il y a ce principe de complexité qui est capital. Quand nous ne comprenons pas autrui, c'est que nous le réduisons à un aspect seulement de sa personne qui est le plus détestable. Or, le philosophe Hegel a dit, si j'appelle criminel une personne qui a fait un crime dans sa vie, j'oublie tous les autres aspects de sa personnalité, de sa vie, pour ne retenir que celui-là. Nous devons être complexes, de voir la multiplicité d'aspects d'autrui, ne pas voir que ces côtés que nous n'aimons pas, mais voir ces autres côtés. Il y a toute une éducation à la bienveillance, en quelque sorte, qui est très importante, et je pense que ça, c'est un rôle fondamental de l'enseignement.